Depuis le premier satellite Sputnik lancé en 1957 par les Russes, le nombre de satellites envoyés en orbite n'a cessé de croître. L'essor de la conquête spatiale dans les années 60-70, ensuite la téléphonie mobile dans les années 90 et maintenant les constellations de mini-satellites pour développer Internet partout sur la planète. Il y a un tel nombre de nouvelles activités dans l'espace. On voit émerger des nouveaux satellites tous les jours. Même si on arrêtait complètement tout le spatial demain, le nombre d'objets en orbite va continuer d'augmenter de façon exponentielle. Un débris spatial, c'est un objet artificiel, orbital, non fonctionnel. Par exemple, c'est tous les vieux satellites hors d'usage qu'on a laissés là-haut. C'est les vieux étages de fusées qui ont servi à les lancer en orbite. C'est des débris qu'on a lancés en même temps que les satellites. Par exemple, des sangles, des capots, des coiffes, et qu'on a laissé en même temps que le satellite sur les orbites là-haut. Et enfin, c'est la collection complète de tous les débris de toute taille issus des explosions et des fragmentations. D'abord, les orbites basses, jusqu'à 1500 km d'altitude depuis la surface de la Terre. C'est là, par exemple, qu'on va retrouver toutes les méga-constellations, comme Starlink, tous les satellites d'observation de la Terre, pas mal de satellites de communication, etc., etc. C'est là qu'il y a l'essentiel de nos objets, non seulement les débris, mais évidemment également les satellites actifs. La deuxième zone, c'est une zone beaucoup plus loin, vers 20 000 km d'altitude à peu près, dans laquelle on trouve tous les satellites de navigation. Galileo, GPS, Beidou Compass chez les Chinois, GLONASS chez les Russes. Donc c'est des satellites absolument fondamentaux, mais en assez faible nombre. Et la troisième zone classique, c'est l'orbite géostationnaire, celle qui est pile à 35 800 km d'altitude au-dessus de l'équateur et qui tourne en même temps que la Terre, ce qui permet d'avoir une antenne qui est toujours fixe vers un satellite donné. C'est l'orbite qui est très utilisée pour tout ce qui est télécommunications, télévision, mais également météo et autres. Les plus gros débris, c'est des autobus, 9 tonnes, 9 mètres. On sait très bien caractériser les objets de plus de 10 cm. Pourquoi? Parce qu'on les voit bien, soit avec des télescopes, soit avec des radars, et donc on est capable de les cataloguer. Ces objets catalogués, on en a aujourd'hui 27 000. Normalement, on devrait en avoir 36 000, mais la différence tient sur les objets militaires, par exemple, qui ne sont pas dans les catalogues. Si on descend un peu plus au niveau taille, des objets de 1 cm, on en a à peu près 1 million. Des objets de 1 mm, on en a à peu près 150 millions. 1 cm, 1 mm, ça semble pas gros, mais avec la vitesse excessive qu'ils ont en orbite, les effets des collisions peuvent être absolument catastrophiques. Si vous prenez par exemple l'endroit le pire au-dessus de nos têtes, si vous prenez une boîte qui fait 100 km, sur 100 km, sur 1000 km. Là-dedans, statistiquement, vous avez un objet de la taille du poing, un seul. Le risque d'avoir une collision jusqu'on traverse une fois est tout à fait négligeable. Là où on commence à avoir des problèmes, c'est si on y reste longtemps. L'atmosphère que nous respirons ici, il y en a encore un peu jusqu'à 2000 km d'altitude à peu près. Plus on s'élève, moins il y en a. Cette atmosphère a comme particularité que quand vous déplacez un objet dans l'atmosphère, même résiduelle, même très ténue, cet objet subit une pression qu'on appelle la pression dynamique. C'est la pression qui s'exerce sur votre main quand vous passez la main par la fenêtre de la voiture. Et on montre en mécanique spatiale que quand on freine, comme ça, on descend. Donc tous les objets jusqu'à 2000 km d'altitude sont engagés dans une spirale descendante, et non seulement descendante, mais en plus descendante de plus en plus vite, parce que plus vous freinez, plus vous descendez, plus il y a d'atmosphère, plus il y a d'atmosphère, plus ça freine, etc., etc.
Si vous êtes à 600 km d'altitude, il y en a pour 20 ans. Si vous êtes à 800 km, il y en a pour 200 ans. À 1000 km, il y en a pour 1000 ans, etc. Au moment de la rentrée, la descente, la spirale fait qu'on se rapproche des hautes couches de l'atmosphère, donc on freine de plus en plus. Le freinage va entraîner une fragmentation de l'objet. Les panneaux solaires vont voler d'un côté, les antennes de l'autre et autres. Et secondo, surtout, ils vont subir un échauffement très fort, un échauffement qu'on appelle cinétique, lié à la vitesse, lié au frottement des molécules constitutives de l'air ambiant. Et ça va les porter à très haute température. Donc ils vont fondre, ils vont se sublimer, ils vont se vaporiser dans les hautes couches de l'atmosphère. L'ordre de grandeur, c'est il y a à peu près 20% de la masse qui survit à la rentrée. La Terre est couverte de 71% d'océans. Il y a 10% ou 11% de savane, de désert, etc. Bref, il n'y a que 3% de la surface du globe qui soit densément peuplée. Ce qui explique qu'à ce jour, on n'a jamais eu de victimes. Quand on a plus de générations que de nettoyage, le nombre augmente. Par exemple, c'est comme ça qu'en 2022, on a eu plus 730 objets. On imagine qu'on arrête complètement le spatial, plus aucune activité, plus aucun lancement, plus aucun satellite. Donc du coup, au niveau de ce qu'on va injecter en orbite, il n'y a plus rien, sauf les collisions entre objets qui sont déjà là-haut. Au niveau de nettoyage, on n'a plus que le nettoyage atmosphérique. Et quand le nombre de collisions régénère un nombre de débris supérieur au nettoyage, là ça veut dire que même sans plus rien faire, le nombre d'objets va continuer d'augmenter de façon exponentielle. C'est ça qu'on appelle le syndrome de Kessler, et malheureusement, on l'a accroché entre 750 et 1000 km d'altitude à peu près. Là-dedans, le nombre d'objets est en train de diverger. Alors ça diverge lentement, mais c'est inéluctable. En orbite basse, là où c'est vraiment gênant, 97,5% des débris sont d'origine États-Unis, Russie, Chine. Là où on a une obligation, ce n'est que quand ça devient une loi. Et le premier pays à avoir une loi, en 2008, c'est la France. Mais pour le moment, on est un peu les seuls. Je crois que le Japon a une nouvelle loi depuis quelques mois, mais sinon, pour le moment, les autres, non.